Bonjour et bienvenue dans les Portraits de Mission, une série de podcasts proposés par les Brefs du Social pour l'IGAS et diffusés sur IGAS Corner. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Isabelle Rougier et Philippe Caillon pour leur mission portant sur les diverses formes d'habitat partagé adapté au vieillissement. Une mission réalisée en interinspection avec Louis Moreau de Saint-Martin, qui est membre de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Bonjour Isabelle, bonjour Philippe. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Brefs du Social. Et donc, de nous parler de cette mission qui a éveillé notre curiosité, bon, sans doute parce qu'elle nous touche un peu toutes et tous, pour la vie de nos proches, de nos parents, et puis peut-être pour nous-mêmes un jour, dans un contexte où on a du mal à voir la lumière entre le vertige du vieillissement de la population, les scandales en plus qui secouent le monde des EHPAD, les questions budgétaires qui se posent face à la dépendance. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte au moment du démarrage de la mission et quelle était votre ligne directrice, votre cap en quelque sorte quand ça démarre? Je pense que le contexte, c'était quand même l'ambition, enfin de mon point de vue, de cette mission, parce que globalement, le sujet, c'était de faire face aux quelques 2,8 millions de personnes âgées qui vont être en perte d'autonomie d'ici à 2040. C'est 700 000 de plus que maintenant. Et donc, c'était assez vertigineux, effectivement, comme solution à trouver entre le domicile et les EHPAD, avec l'image, effectivement, qu'ont véhiculé ces derniers tout à fait récemment. Et j'ajouterais qu'en fait, nos collègues, enfin des collègues avaient fait une précédente mission sur les lieux de vie des personnes âgées, en fait. Ah oui, 2 ans avant, c'est ça? Il y a 2 ans avant, Okay, et ils avaient mis précisément le focus sur un peu ce segment, cette offre qui est ni du domicile, ni exactement de l'EHPAD, en appelant d'ailleurs à approfondir un peu ce segment-là. Et donc, c'était vraiment l'enjeu de la mission, c'est de regarder les conditions dans lesquelles cette offre qui a beaucoup d'avantages, qui répond à des besoins, en tout cas, pouvait être davantage développée pour répondre aux besoins qu'évoquait Philippe. Ok. Et du coup, en termes de méthode parce qu'on se dit, voilà, il faut à la fois comprendre bien dans le détail des habitats innovants qui peuvent être très spécifiques et en même temps pouvoir prendre un peu de recul, se faire une image globale, voir ce qui est transposable. En termes de choix méthodologiques, quels ont été les vôtres pour cette mission? Le premier choix, je dirais, ça a été d'en voir, Ouais. d'en voir entre guillemets le plus possible, parce que nos premiers constats nous ont montré que l'offre, elle était vraiment extrêmement diverse, de toutes petites associations en colocation jusqu'à des résidences autonomie, parfois assez vétustes. Donc, le premier enjeu, ça a été d'en voir et puis d'essayer de comprendre comment financièrement elle pouvait s'équilibrer, puisque notre commande, c'était aussi quand même sur une dimension économique dans un secteur qu'on sait fragile. Et effectivement, la difficulté qu'on a rencontrée, c'était déjà de circonscrire notre objet parce qu'il n'y a pas vraiment une définition de l'habitat partagé. Voilà. Et comme dit Philippe, ça recouvre finalement des formes d'habitat qui sont extrêmement différentes avec une offre de services qui peut être extrêmement variable. Et donc, en fait, la difficulté, c'est effectivement qu'on avait très, très peu de données. Enfin, on s'est retrouvé face à très, très peu de données permettant à la fois de qualifier cet habitat et de le quantifier. Donc, on s'est fondé à la fois, on s'est beaucoup appuyé sur le pôle data pour la quantification d'une partie de cette offre, notamment toute l'offre privée de résidence senior service, à travers ce qu'on appelle le web scrapping, c'est-à-dire l'identification de ressources sur Internet. Et puis, on a aussi été chercher du coup des acteurs qui pouvaient, des opérateurs en tout cas, ou des gestionnaires d'habitat qui présentaient une certaine surface, qui avaient un parc suffisamment important pour faire émerger une forme de modèle économique. Voilà, au moins dans les catégories type habitat inclusif qui sont très multiformes en fait.
vous avez eu des surprises? Est-ce que vous vous souvenez, je sais pas moi, d'une rencontre particulière ou une image, quelque chose qui vous a frappé au détour du chemin pendant ces investigations, pendant cette découverte? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous revient en mémoire, encore une fois, une rencontre ou un habitat particulier que vous avez trouvé un peu spectaculaire, je sais pas. Moi, très nettement, enfin, je ne sais pas ce qui a marqué Isabelle, mais très nettement, ça a été les visites de colocation. Alors, on appelle ça des colocations Alzheimer, hein, pour des personnes qui souffrent de troubles neurodégénératifs. Hein. Et en Morbihan, dans le département du Morbihan, en fait, il y en a plusieurs. Hein, et c'est extrêmement intéressant, en fait, dans l'espace de convivialité presque familiale, hein, entre guillemets, que ces petites colocations peuvent offrir en opposition à l'image qu'on peut avoir de l'EHPAD. Enfin, moi, en tout cas, très nettement, ça a été marquant, cette expérience. Ouais, moi aussi. Enfin, de manière générale, c'est vrai qu'on a vu quelques colocations et je dirais que, comme Philippe, hein, c'est vrai, c'est ce type de colocation très spécifique, moi, qui m'a frappée. Mais aussi d'autres colocations parce qu'en fait, on est directement en contact avec les habitants. Enfin, on a partagé le repas dans une colocation. Et en fait, j'avoue que c'est des choix sur lesquels j'avais des réserves en me disant comment peut-on avoir envie de cohabiter Ah oui, tu veux dire dans à ces titre dernières personnel, années de sa vie. Et en fait, ça permet de mieux comprendre les choix des personnes et de personnes d'origine sociale, de parcours extrêmement diversifiés. Voilà. On a un peu partagé leur vie à cette occasion. Ouais. C'était très intéressant. En parlant de partage, avec le collègue de l'IGEDD, comment ça s'est passé, le travail en commun, la rédaction en commun, comment vous décririez un peu la coopération? Alors moi, je trouve que ça a été assez complémentaire. Hein. Alors facilité quand même, il faut le dire, du fait que Isabelle et Louis se connaissaient déjà bien, puisqu'ils avaient l'occasion de travailler ensemble. Hein. Donc ça a été facilitant, pardon. Mais c'est vrai que je crois qu'on a eu de vrais regards croisés en fait, hein, avec l'expertise qui était la sienne sur les aspects logement en fait. Hein. Il est allé chercher des coûts de construction, des coûts de gestion, et je trouve on s'est bien complété de ce point de vue-là. Ouais, très fluide. Ça a été très fluide et très enrichissant d'avoir la mission pour le coup avec le double regard effectivement du spécialiste de l'habitat, voilà, y compris sur des normes techniques, sur des analyses de coûts. Ah oui. Non, je pense que ça aurait été un manque de pas pouvoir de faire cette mission uniquement avec le focus IGAS. Enfin, c'était très, très, très riche. Très bien. Et du coup, là, avec le recul de quelques semaines, quelques mois, il y a une recommandation que vous mettriez particulièrement en avant, peut-être pas la même chacun d'ailleurs, si vous deviez en retenir une, l'un et l'autre. J'y vais. Moi, la recommandation, c'est qu'il faut se dépêcher d'agir et il faut se dépêcher d'agir et développer, redonner redynamiser l'offre de résidence autonomie. Donc, pour mémoire, la résidence autonomie, c'était ce qu'on appelait les anciens foyers logements, souvent identifiés comme les maisons de retraite, parce qu'en fait, il faut vite développer des solutions et les développer en nombre. Donc, en fait, et les développer surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément aujourd'hui accès à l'offre privée. Donc, en fait, ce segment, je dirais, des résidences autonomie, qui est très peu mal identifié, qui a aujourd'hui des problèmes de gestion, de vétusté, etc., il faut le redynamiser, le redévelopper et ça passe à la fois par des leviers qui ne sont pas seulement d'ordre financier, hein, il y a quelques leviers réglementaires, mais surtout déjà les définir comme une priorité. Donc pour moi, c'est l'absolue priorité, c'est de développer ces résidences autonomie et le faire tout de suite, parce qu'il faut 4 à 5 ans en plus pour créer des places. Et le rapport précédent avait déjà
était déjà arrivé à la même conclusion, voilà, il y a 2 ans. Et donc, et depuis, il ne s'est rien passé. D'accord. Philippe? Ouais, de mon côté, c'est vrai que la recommandation, je trouve la plus marquante, c'est celle qui est du point de vue quantitatif, en fait, ce qu'indique Isabelle, hein. La recommandation d'abord, d'arrêter le moratoire sur les EHPAD pour faciliter la construction de 48 000 places supplémentaires et les 120 000 places en résidence autonomie. Mais au-delà des chiffres, c'est l'aspect financier dans une période où on sait effectivement que chaque denier public est contraint, bien évidemment, mais on n'était pas dans une revue de dépenses, hein. Le nombre de personnes en perte d'autonomie à accueillir est tel que de toute façon, il y a des engagements financiers qui sont inéluctables. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, c'est la finesse avec laquelle le pôle data, précisément, a pu nous permettre en fait de donner ces chiffres-là, puisqu'ils ont travaillé sur les bases de données, et ça a donné au final une cartographie assez interactive, hein, dont on espère d'ailleurs que autant les services de l'État que les départements pourront se saisir, parce qu'elle donne à voir des chiffres, mais de façon suffisamment précise, parce que tous les départements n'en sont pas au même stade de l'accompagnement de leur transition démographique. Okay. Il y a des et ça, je trouve que c'est un aspect qualitatif qui est important en fait dans la recommandation. Ouais. Et donc, au-delà des recommandations, effectivement, la mission, à travers ce travail du pôle data, elle a finalement livré un outillage un peu clé en main pour les départements, enfin en tout cas à une échelle départementale, mais pour le département qui est un peu chef de file pour objectiver les situations, pour objectiver et projeter aussi l'évolution de leur territoire et des besoins des réponses à apporter aux besoins. Et du coup, comment, parce que là, le rapport, il a été publié il y a 1 mois presque, comment il a été reçu? Vous avez des retours ou pas encore? Comment ça se passe? Il a été plutôt bien reçu, enfin entre guillemets, il était attendu, hein. On a pas mal de sollicitations pour continuer à le porter. Et puis il va servir, je pense, l'ambition des ministres d'une feuille de route, hein. Alors pas un plan grand âge, mais une feuille de route, hein, avec des échanges et des débats qui commencent maintenant et qui devraient aboutir à la rentrée, en fait, avec une conférence nationale, hein. Donc je pense qu'on va faire œuvre utile comme support en fait à toutes ces réflexions pour la feuille de route ministérielle. Ouais. Une feuille de route conjointe, hein, parce que c'était un rapport qui était commandité à la fois par la ministre en charge de l'autonomie et le ministre du logement. Et donc, en fait, dans notre préconisation, elle inclut en fait un portage et un pilotage effectivement par les 2 ministères et effectivement une action structurée, puisqu'en fait ces résidences autonomie, enfin l'offre qu'on vient de développer relève du parc social. Donc en fait il y a vraiment c'est vraiment une feuille de route conjointe entre les 2 ministres qui devrait s'élaborer, qui a été annoncée, dont l'élaboration a été annoncée suite au rapport. Voilà, et puis très très bon accueil des acteurs, hein, parce qu'ils passe pas une semaine sans qu'on ait une sollicitation pour le présenter. Super, et donc rendez-vous pour cette feuille de route très bientôt. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Philippe. C'était les portraits de mission présentés aujourd'hui par Mathieu Angotti, une série de podcasts proposés pour l'IGAS par les Brèves du Social que vous retrouvez sur IGAS Corner, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.